donner la parole à Madame Cassis, qui va nous parler un ciseau peut-être, ou des infections ciseaux-opératoires. Quand on va arriver, c'est le mois des incisions, de la surveillance, c'est du somme un tout petit peu. Ça ne paraît pas. On a les résultats. Donc, effectivement, moi je vais vous parler de la surveillance des infections ciseaux-opératoires, donc de définition, des méthodes de surveillance et de l'impact de cette surveillance. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette surveillance est obligatoire dans certains pays, en particulier donc, au Royaume-Uni et dans certains États américains. En France, cette surveillance elle est basée sur le volontariat. Mais en réalité, il y a une très forte incitation, puisqu'on sait que cette surveillance fait partie d'un indicateur national, qui est l'indicateur composite de lutte contre les infections ciseaux-opératoires. Et ses résultats apparaissent dans le bilan standardisé annuel. Alors, l'ICAISO n'est pas recueilli tous les ans, mais tous les 2 ans depuis 2012. Donc, c'est vrai que c'est une incitation aussi pour les établissements de santé à mettre en place de la surveillance. Et ça fait partie en fait de la qualité de prise en charge du patient, et c'est une bonne façon aussi d'alerter lorsqu'il y a un effet indésirable, une augmentation de ces infections. Alors, l'indicateur composite l'ICAISO, il est formé en fait de trois parties essentielles. Donc, c'est une première partie qui renseigne essentiellement sur l'organisation de cette surveillance, donc entre les chirurgiens, les équipes opérationnelles d'hygiène, le lien avec la CME. Les moyens qu'on met en œuvre, en particulier donc, le système d'information et toutes les actions qu'on met en place, en particulier donc, de prévention, de surveillance, de toutes les évaluations, donc les audits, les procédures, etc. Et on obtient donc le résultat sous la forme d'une classe de performance qui va donc de A à F. Et ce qu'on peut voir ici donc, représenté, c'est le pourcentage en fait, des établissements en fonction de leur classe de performance. Et ce qu'on peut voir, c'est que depuis qu'on a mis en place donc, cette question, on voit que les établissements glissent à chaque fois plutôt vers du A et du B, donc les moyens sont mis en place pour mettre en place cette surveillance. Alors, là, c'est une diapo que vous a présentée déjà François, donc qui montre pourquoi mettre en place cette surveillance. C'est que quand même c'est la troisième infection nosocomiale la plus fréquente, donc c'est important de mettre en place cette surveillance. Et puis, d'autre part, ce qu'on sait, c'est que finalement, ces infections ciseaux-opératoires ont fait un allongement de la durée de séjour, et on voit également une stratégie qui a été faite en France en 2000 par l'ONU. Voilà, alors, pour parler de la définition, en fait, il y a des définitions, et moi je vais vous parler essentiellement de la définition qu'on utilise en France. La plus fréquemment utilisée. J'ai trouvé cette définition qui est assez intéressante du CDC de 1988, donc qui est déjà très ancienne, mais qui montre en fait la surveillance de ces infections. C'est un processus qui est dynamique, alors à la fois dans la collecte, mais aussi certainement dans l'analyse, dans l'interprétation de ces infections, et puis dans la restitution aux personnes qui en ont besoin, donc those who need it. Donc, je crois que c'est ça qui c'est la chose importante, c'est qu'il faut vraiment que ce soit fait effectivement avec les gens qui en ont besoin. Donc, pour ce qui concerne la définition, c'est une définition plus classique, je pense que vous connaissez, c'est l'infection post-opératoire superficielle ou profonde, donc qui survient dans les 30 jours qui suivent l'intervention dans l'année, s'il y a une mise en place d'un implant ou d'une prothèse ou d'un matériel cosmétique. Alors, il y a une modification de l'ECDC en 2017, où ils mettent plutôt dans les 6 mois pour la mise en place d'un nombre de prothèses ou de matériel. Qui, pour l'instant, c'est une définition qu'on n'a pas encore adoptée en France. Donc, les ISO superficiels qui s'arrêtent donc aux
sous sous-cutané, puis ensuite on a donc les ISO profonds qui atteignent facial, musclé, organe, une solution assez classique. Alors, bien sûr, le taux d'ISO attendu il dépend de trois facteurs, donc du facteur pré-anesthésique, du facteur ASA, qui a été défini par la Société américaine d'anesthésiologie, qui donne donc un score de 0 pour les patients jugés patients normaux ou avec une anomalie systémique modérée. Et puis après, on a un score de 1 pour les patients qui sont passés de 3 à 6, donc anomalie systémique sévère jusqu'à l'avance cérébrale. Le deuxième facteur important, c'est la classe de contamination, choc contaminé, qui donne un score de 0, ou contaminé ou sale, qui donne encore un score de 1. Et puis la durée d'intervention, parce que les sociétés savantes ont fixé les durées d'intervention, et si elle est inférieure aux 75 centimes, alors on a un score de 0, et au-delà, on a un score de 1, ce qui permet d'avoir ce qu'on appelle le score de Nice, qui est la somme en fait de ces facteurs et qui va de 0 à 3. Et donc dans une étude américaine qui reconnaît toutes les interventions de 92 à 98, il avait bien montré que effectivement en fonction donc, du score de risque, du score de risque entre 0 et 3, on avait des infections du cycle opératoire qui étaient plus importantes. Alors, pourquoi faire une surveillance des infections du cycle opératoire? C'est vrai que ce sont des surveillances qui sont quand même assez lourdes, mais ça nous permet d'avoir un taux d'ISO, de mesurer ces infections, et puis surtout de suivre l'évolution dans le temps, pour un service, pour une spécialité, pour un acte, et de comparer en fait ce résultat par rapport à d'autres services dans la discipline. Et également d'évaluer en fait les actions qu'on a en place. Et tout ceci permet d'aboutir à une solution de la question c'est ce qu'on appelle en fait l'effet surveillance. Alors c'est bien ce qu'a montré en fait ce diapo qu'a montré tout à l'heure François, c'est dans le réseau français des Européens, ils ont bien montré que donc, depuis la mise en place de cette surveillance en 99 et 2006, on voit qu'on a diminué donc, le taux brut d'infection du cycle opératoire, on est passé à 38%, et pour le 0 à 32% de diminution. Donc le fait de mettre en place cette surveillance permet par elle-même de faire diminuer cette incidence. Donc là, c'est pareil, mais ça a été surtout très significatif pour la chirurgie dernière, avec une diminution de 70% des infections, et pour les césariennes, on a une diminution de 56% des infections. Alors, quelle est la méthode, en fait, quelle stratégie on doit adopter? Donc là, c'est vrai que c'est déjà beaucoup plus compliqué et il n'y a pas de vraie recette. En tout cas, il y a certainement des questions à se poser. Alors, est-ce qu'il faut faire une surveillance globale de toutes les interventions ou au contraire cibler sur les actes traceurs? Est-ce qu'on doit faire une surveillance continue? C'est certainement le modèle de surveillance le plus efficace, puisqu'il permet de mettre en évidence assez rapidement les variations temporelles, de détecter assez vite une épidémie et de voir aussi l'impact des mesures qu'on met en place. Alors le problème de cette surveillance continue, c'est un problème de faisabilité et de ressources, puisque effectivement ça doit impliquer un certain nombre de personnes. Ou alors une surveillance discontinue, qui est le plus souvent choisie parce que c'est beaucoup moins lourd. Après, il faut choisir la période. La bonne période est à remobiliser. Alors, le problème de cette surveillance discontinue, c'est de remobiliser tous les ans une équipe. Parce que ça, c'est vrai que c'est pas toujours très évident. Et donc, là, en général, on choisit, la méthode classique, c'est de choisir 100 interventions consécutives, de faire une surveillance en 6 mois, pour arriver au moins à 50 interventions. Et
Et puis ensuite, quel type de chirurgie? Est-ce que toutes les classes ou uniquement les chirurgies fortes? Voilà. Alors, après, maintenant les sociétés savantes ont défini par discipline les actes traceurs de l'intervention surveillée. Ce qui est important, c'est en tout cas d'établir vraiment une définition qui n'arrive pas, qui permet de faire une surveillance continue et comparable d'année en année. Alors de fixer les objectifs, puisqu'on l'a dit, puisque quand on a beaucoup d'infections, on sait qu'il doit diminuer, mais c'est vrai que dans les services où il y a peu d'infections, on a atteint un niveau d'infection, on va dire, assez bas, par rapport aux autres services. Donc il faut effectivement fixer des objectifs. Standardiser la surveillance et puis voir effectivement est-ce qu'on fait une surveillance directe ou prospective ou alors indirecte et plus simple en prenant les ressources qu'on a déjà, c'est-à-dire la microbiologie, le codage des interventions. Et puis alors on peut aussi faire cette surveillance en passant par le réseau, l'ISO-RES 20, qui est déjà une surveillance un peu plus lourde avec une stratification qui donne des résultats peut-être un peu plus précis. Alors après, il faut, quand on fait une surveillance, penser au recueil de l'information après la surveillance. C'est absolument essentiel puisque plus de 50% en tout cas des infections surviennent lorsque le patient est sorti. Donc il faut vraiment mettre en place une politique de recueil de cette information en informant le patient des signes cliniques, des personnes à contacter, des circuits, du recueil de cette information. Alors il y a la consultation à 15 jours qui est assez classique en France et puis en particulier les hôpitaux de jour qui fonctionnent aussi avec les appels téléphoniques pour vérifier en fait la survenue ou pas de ces infections. Alors, c'est une façon de recueillir. On sait qu'on a une perte d'informations parce que les patients sont opérés dans l'hôpital de Chalobard, après, dans leur région, etc. Surtout dans les hôpitaux qui font des interventions très spécialisées. Donc on sait que, en fait, on a une perte d'informations. Donc là, c'était pour vous montrer, c'était dans le dernier rapport ISO-RES 20 qui montre que quand même, dans à peu près plus de 80% des cas, les patients sont revenus, en tout cas, dans l'enquête qui est faite en France, sont revenus après la sortie. Alors, je vais vous parler de notre expérience, en fait, puisqu'on a donc HEP, le nouveau service de chirurgie, donc les surveillances se font de façon différente en fonction des services. Donc certains services ont une surveillance qui est prospective, donc ce qui permet effectivement d'avoir une alerte rapide quand on constate qu'il y a une augmentation du nombre d'infections. Mais c'est vrai que pour mettre en place ce type de surveillance, il faut vraiment une implication des acteurs et une coopération entre le chirurgien référent ou les chirurgiens référents, l'infectiologue, le microbiologiste et l'équipe opérationnelle d'IG. C'est vraiment un travail de groupe. Bien identifier au moins un référent, en tout cas dans la spécialité. Et donc tout ça, effectivement, ça permet de mettre en place des mesures assez rapidement et de mesurer aussi l'impact de ces mesures. Donc là, je donne un exemple qui est tout à fait récent au sein des services où, grâce à cette surveillance en fait prospective, une alerte à chaque fois qu'il y a en fait une infection respiratoire, l'équipe opérationnelle d'hygiène est alertée. Et donc on avait constaté qu'au mois de mars, il y avait quand même une augmentation qui était plus importante par rapport aux années précédentes. Donc très rapidement, on a déjà une analyse de ces infections du site opératoire. Et donc on a fait un focus sur cette période-là, sur les 3 années. Alors, on a évidemment d'abord regardé s'il y avait une augmentation d'activité qui pouvait expliquer cette augmentation du nombre d'infections. Alors, il y avait effectivement une augmentation d'activité, mais qui n'expliquait pas l'augmentation
réaliser des dossiers de patients et un type de patients effectivement qui avaient ces infections, et puis d'un autre côté, de voir un peu des pratiques, d'aller revoir encore des pratiques, en particulier des préparations cutanées au niveau du patient, de l'hospitalisation ou de l'opératoire, l'antibioprophylactie. Et ça nous a permis de mettre assez rapidement en place des pratiques qui ont très rapidement, donc on a vu l'impact assez rapidement. Là, je vous ai représenté dans la rue, mais dans le lait, donc on est également à une question actuelle. Donc voilà, sinon, on peut également faire ce qui est le plus fréquent finalement, c'est la surveillance annuelle. Alors, ce que l'on fait nous à la HEDP, c'est le croisement entre les données du PNSI et les résultats de la méthodologie. Donc, c'est une méthode qui est relativement simple. Hein. Après, il y a un choix qui a été fait d'une itinération par spécialité. Il y a un référent qui valide tous les ans ces ciseaux. Alors, évidemment, là, la réactivité est par rapport à la distance de l'événement. Mais malgré tout, il est important de mettre en place une collaboration entre la microbiologie et les explorations indigènes qui permet quand même d'alerter quand il y a un événement indésirable qui est inhabitué. Donc, pour conclure, l'accès surveillance des infections du site opératoire fait partie intégrante de la prise en charge des patients. Il faut qu'elle soit utile pour les acteurs, vraiment utile pour les chirurgiens, utile pour les patients. Donc il faut que ce soit concerté, qu'il y ait une collaboration entre les opérations indigènes et les chirurgiens, associés évidemment à la microbiologie et aux infectiologues. Et en revanche, il est très important de réfléchir en fait à la méthode de suivi. Soit possible. C'est au sujet de l'enquête INCISO. Donc, cette enquête INCISO, en fait, ce sont les établissements qui participent, ou c'est une enquête qui est en fait obligatoire et gérée par l'ARS. C'est vrai qu'il y a deux méthodes. Soit il y a une surveillance qui est locale, pas dans le cadre d'un réseau. Et en fait, ce que vous appelez un ciseau, c'est ce qu'on appelle une iso-raisin. Donc là, c'est dans le cadre d'un réseau. Et donc effectivement là, c'est peut-être que François va en parler, mais c'est vraiment un série. Il y a une petite ambiguïté, si tu veux, c'est une enquête qui est basée sur le volontariat. Et sur le volontariat. Sauf qu'il y a un indicateur ministériel qui s'appelle ICAISO, qui est tous les 2 ans, qui est obligatoire, qui est fait pour les civils, des établissements comme la JB, pour tous les collègues en place, remplissent un certain nombre d'items, et quand ils remplissent ICAISO sur la surveillance d'ISO, largement, il y a des questions, alors je peux pas dire l'intitulé de mémoire, mais en gros, c'est fait de surveillance des infections par rapport à votre établissement. Et qui peuvent être interprétés de différentes façons. Est-ce que c'est l'enquête d'un réseau qui donne obligatoirement ISO raisin, mais s'il y a la page surveillance d'enquête d'un réseau, il y a des points qui sont perdus, et donc, d'une certaine manière, à ce moment-là, la direction des établissements va reprocher à son participabilité et à ses chirurgiens, du coup, vous avez perdu des points, à cause de vous, on est affiché sur le point d'express. Donc c'est pas vraiment obligatoire, c'est un peu comme dans le parrain, mais que vous ne devez pas refuser, quoi. Voilà, je comprends mieux maintenant, parce que nous remplissons, un certain nombre à remplir scrupuleusement nos fiches. Mais alors je suis frappé parce que moi j'ai très peu d'infection, parce qu'on m'interroge sur les hernies. On me dit, alors cette année on fait les hernies et les vésicules. Or, comme tu l'as montré très bien, notre problème nous digestif, c'est pas les hernies et les vésicules, c'est le côlon. Alors justement, le côlon, il y a un biais clairement dans l'équipe que j'ai montré, parce que si tu lis, parce que on a l'habitude de faire la chose du colorectal, ça doit les faire rigoler. Parce que, je peux pas te donner de nom, mais il y a plusieurs collègues qui m'ont dit nous, cette année, les chirurgiens ne veulent pas surveiller les colonies, ils en ont marre d'être pointés du doigt, parce que les seuls qui sont honnêtes qui restent, c'est ceux qui sont à plus de 10%, et puis j'en ai marre d'être le tribunal qui a un arbre, d'être pointé. Alors c'est pas le but de la surveillance initialement, et de fait, les 6,8% ont
concerne des gens qui participent mais qui ne font pas les mêmes colons que ce que font les autres colons. Bon, je vais être un peu critique, mais je trouve que c'est un outil magnifique d'avoir créé tout ça, et ce sont des indicateurs très importants. C'est ça. Mais c'est vrai que, en fait, je rebondis sur votre question. Il faut vraiment que cette surveillance elle soit aussi utile, parce que c'est beaucoup de travail. Et alors, quelquefois, c'est vrai qu'il y a des actes traceurs, on peut les spécifier, par exemple, pour définir un certain nombre d'actes traceurs. Mais si c'est pas cet acte-là que vous voulez surveiller parce que vous pensez qu'il y a peut-être un peu trop d'infection, qu'il y a peut-être des améliorations à apporter, à ce moment-là, vous pouvez choisir localement, mais pas dans le cadre d'un réseau. C'est un peu le problème du réseau, c'est qu'on ne peut pas surveiller toutes les infections. Il y a un certain nombre d'infections qui ont été choisies. Oui, mais d'ailleurs, ce que vous avez montré sur les infections qui sont augmentées en mars 2017, c'est intéressant parce qu'il y a un retour d'expérience et on peut corriger les actions. Dans mon établissement, on surveillait en continu les infections et plusieurs années de suite, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup plus d'infections au mois de juillet. Alors, on s'est dit, dit, bah oui, de toute façon, juillet, c'est un mois où ça bosse, tout le monde va se faire opérer en partant en vacances, on le sait. Des activités au mois de juillet. Mais ça n'expliquait pas tout. Et en réalité, on s'est rendu compte qu'au mois de juillet, il y avait pas mal d'infirmières qui partaient en vacances, on avait des intérimaires, et donc on s'est dit, voilà, c'est à qui d'agir. Et ça, c'est vrai que c'est très utile. Oui, moi je voulais faire le remarque sur notre service c'est sur le continu et la ville, c'était ensuite notre arrivée dans l'hôpital, des chirurgiens HCN, on a eu beaucoup d'infections, on a décidé de prendre objectifs, d'infections chirurgiens HCN. Et c'est vrai que c'est du boulot, parce qu'il faut déclarer tout, on continue. En particulier, elles sont toutes opérées, toutes traitées dans une unité, c'est très compliqué, on les prend en charge et de la même manière qu'on fait ce traitement, on déclare l'infection. Et en fait, ça nous a permis de notre activité, ça nous a permis de voir que les mesures prises initiales étaient efficaces. Finalement, ça c'est toujours bénéfique, on travaille pas pour rien. Et puis, ça nous permet de faire arrêter. Ça c'est quelque chose qu'on n'est pas capable de faire, les gens capables de voir. Simplement, si on fait une question à un moment donné, une fois dans l'année, on passe à côté des mandats. Et puis, c'est quelque chose auquel on a dit, alors, finalement, nous, on s'est rendu compte à peu près à cette période qu'on avait fait une infection, parce qu'on passait notre temps à y aller au développement. Et on nous a appelé, on dit qu'il faut faire quelque chose, et un mois après, il y a une infection. C'est extrêmement rapide, c'est extrêmement satisfaisant, et ça a un impact sur tout le monde, y compris sur les patients qui se rendent compte qu'on est actif, qu'on fait plus d'attention au lavage des soignants dans la chambre, etc. Finalement, c'est satisfait tout le monde, sans que ce soit un travail qu'on veut lire, ça, justement. C'est pas une fois par an, sans qu'on s'implique à se coller avec des fiches, on continue, on fait des fiches de temps en temps. Est-ce que cette surveillance continue d'une chirurgie à risque vous a permis de savoir pourquoi vous aviez des infections quand vous êtes arrivé? Alors c'est difficile de répondre à cette question. C'était l'objet du débat tout à l'heure. Je pense qu'il y a un certain nombre de mesures pour lesquelles il n'y a pas encore d'efficacité. Mais de la même manière que pour protéger les gens chez les marins, parce qu'il y a des non films, on ne peut pas non plus que c'est bien de se laver les mains en tant que repas. Je dirais des choses pour lesquelles il n'y a pas de point. Juste parce que ça me paraît aberrant sur une petite chose. Il y a des choses pour lesquelles moi je suis persuadé qu'en fait, c'est des sommes de toutes petites choses, mais qui finalement, la rigueur globale de la prise en charge et des habitudes de chacun font qu'on ne passe pas à côté de petites choses, on fait moins bien, etc. C'est pas juste avec des techniques, c'est le fait que tout le monde sache qu'il faut mettre des techniques plus tâches. Et en pratique, nous, on a changé beaucoup de choses en même temps. C'est très difficile de savoir, mais il y a eu des changements de protocole de soins, il y a eu des changements de l'organisation du opératoire en lui-même, c'est-à-dire le parcours du patient, des brancards. Il y a eu des changements de préparation cutanée, on a mis en place la décontamination du studiologue. Il y a eu pas mal de mesures. On a fait des études, on a montré récemment que la décontamination du studiologue, pratiquement toutes les chirurgies, ça a diminué quasiment 50% de l'infection en Covid. Mais de là à dire qu'il y a que ça, je ne crois pas. C'est une chose, et d'ailleurs, la décontamination du studiologue, on a continué à mettre en place depuis un an et demi. On a quand même vu remonter des infections par rapport à mars, on a remis un petit coup à tout le monde
c'est un ensemble de choses. Je vois pas pouvoir se poser la question de la justification de ces évalués. C'est vrai qu'en France, on n'évalue pas nos résultats, on n'évalue que les moyens mis en œuvre, mais partout d'ailleurs, on évalue les résultats. Et c'est quand même étonnant qu'on se pose est-ce que ça sert à quelque chose de regarder nos résultats? Oui, la preuve, voilà, une certaine rigueur, parce qu'on voit de temps en temps que ça dérape. Bien sûr qu'il faut se lever. Le problème, c'est que, voilà, on a l'impression que c'est un travail considérable de mise en œuvre. Comment font les Anglais qui font en continu? Enfin, moi, j'étais effarée de voir justement, avec le temps que j'ai passé là-bas, de voir que les gens savaient le taux d'infection nosocomiale de leur établissement, les trompes d'accident thromboliques, ils ont un relevé continu, permanent, et qui connaissent tous. Nous, on ne s'évalue pas, en fait, on ne s'évalue pas du tout. Après, on trouve bizarre est-ce que vraiment c'est justifié de s'évaluer? Peut-être que justement, si on s'évaluait, on s'apercevrait qu'on en fait trop pour prévenir les affections du cycle opératoire. Alors, question justement, par exemple, pour la chirurgie digestive, c'est qu'on met dans les infections du cycle opératoire les infections d'organes qui sont les fistules et tout, qui n'ont rien à voir, qui ne peuvent pas être prévenues par des mesures de dijonage, de préparation, de tout, qui sont une complication chirurgicale de cicatrisation et tout. Donc on se retrouve mélangé donc, avec des taux qui paraissent élevés, mais on sait bien que ça n'a rien à voir. Mais quand tu dis ça, tu as l'air de dire, de toute façon, la complication, tu fais la qualité. Ah non, justement, pas du tout. Je dis que c'est pas la même chose. C'est pas, voilà, il y a deux mécanismes. Il y a un mécanisme de l'infection de paroi où il peut y avoir une contamination ou des préparations bactériennes pas bonnes en tout classique. Et puis il y a autre chose, la fistule, c'est un problème de technique ou de. En tout cas, ça ne se prévient pas par des mesures préopératoires. Disons que tout ça, c'est une évaluation de la prise en charge. Oui, moi je pense qu'on devrait évaluer de façon permanente. Je pense que maintenant, en plus, avec les moyens informatiques qu'on a, les objets connectés et tout, je me demande pourquoi c'est si compliqué de relever des infections du cycle opératoire. Je me demande. On est dans quel monde? Comment vous savez? Ne serait-ce que pour moi, pour l'évaluation des infections du cycle opératoire, c'est extrêmement compliqué. La culture, on ne s'évalue pas. Tout à fait. Ça doit être validé par les chirurgiens. Et il y en a beaucoup que je valide parce que je ne comprends pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficilement compréhensible puisque c'est vraiment la pratique. Et c'est vraiment. Et puis à la finalement, après, avec le temps, on est content finalement. Oui, on a diminué. Ben oui, mais bon, après, est-ce qu'on a vraiment diminué? Parce que quand on ne s'applique pas directement, c'est très compliqué. Alors que, en chirurgie orthopédique ou en chirurgie cardiovasculaire, on a les glycémies qui sont suivies de près ou des infections de rachis. Là, c'est vrai que chaque mois, on sait combien on a d'infections. Mais non, ce qu'il a dit est très très important. Il a dit en mars, on en a eu à nouveau un peu plus. Ça veut dire que c'est tout le temps. Ça justifie, la surveillance continue, et deux, savoir que tout le temps, il faudra remettre les choses au propre. Tout le temps. Et rééduquer ceux qui arrivent, et les mettre au carré avec les membres de l'équipe, etc. C'est un travail, mais permanent. C'est la justification de l'atelier d'aujourd'hui et de la séance qu'on fera l'année prochaine. Tout à fait. Ce ne sera jamais fini, cette histoire. Quasi totalitaire, c'est impossible au quotidien. Tout le monde voit bien que dans la pratique courante, on ne va pas le faire, ça. Enfin, peut-être de façon exceptionnelle, mais dans la pratique courante, la prise en charge au quotidien d'un service, ça repose sur des intermittents. Et l'ensemble des intermittents, les courriers ne sont pas faits, les comptes rendus d'hospitalisation ne sont pas faits, etc. Et vous voulez qu'en plus on surveille des infections du cycle opératoire. Vous n'êtes pas réaliste dans ce qui se fait. Et moi vous êtes ambitieux, c'est bien, mais moi je suis d'accord pour qu'on surveille une fois de temps en temps, comme c'est fait actuellement, on fait pour un de surveillance. Ça me paraît raisonnable. Et surveiller au quotidien l'ensemble des interventions qu'on fait et tout, je parlais ambitieux. Non, il faut surveiller tous les patients. Tous les patients. C'est nous, ça fait comprendre. Ce qui est le travail, l'important, c'est
déclaration, c'est de traiter l'infection. Ça veut dire qu'il faut la diagnostiquer, etc. Et ça, les livres, même si vous faites de la surveillance. À partir du moment où on le fait, en pratique, c'est en particulier parce qu'on a d'autres intervenants dans le traitement. Les diagnostics, on a un gynécologiste, un psychologue de l'hôpital, les personnes qui longtemps, ils sont là, les pharmaciens, il y a tout un tas de pratiques et d'intervenants qui ne sont pas habituellement là pour les autres patients. Cela vous aide à déclarer l'infection, à la fois il y a une gynécologiste, mais aussi un infectiologue, ils font une déclaration, et finalement nous, on a le travail habituel de traitement d'infection, on dit bah oui, mais il faudra peut-être le déclarer, et puis c'est ça qui est étonnant. Ça, c'est un travail. Je ne veux pas polémiquer, mais vous êtes quand même de l'hôpital Porte-Avions amiral, hein, et vous avez nettement plus de moyens que dans d'autres établissements, et donc ce qui se fait à l'hôpital Pompidou ne peut pas être généralisé à l'ensemble des établissements hospitaliers français. Non, je te dis juste que typiquement, on peut parler de communication, mais un aspect de parole que vous auriez pour un patient va nécessiter un attention supplémentaire. Ne serait-ce que la surveillance de la sécurité. Et finalement, ça vous prend ce temps-là. Dans ce temps-là, si vous avez un patient dans l'hôpital qui est capable de prendre son téléphone pour envoyer un SMS, n'importe quoi, et qui dit, bah voilà, je le note, finalement, vous, le temps que ça vous prend, c'est l'envoi de SMS. Ça peut être fait par le PL6, hein. Le PL6, c'est marqué, hein, production accès du micro, hein. Quand on a l'accès de temps, on a l'accès. Alors, nous, en fait, on a le codage de l'acte, mais si c'est un master, je ne saurais pas exactement. Moi, je sais qu'il y a eu une intervention sur le rachis, et en fait, je parle avec le résultat info 2 parce qu'on a dit c'est ça. Pour le rachis, bon, je disais c'est plus simple parce que, effectivement, dès qu'on a un fichier de quelqu'un d'équipe, on va dire voilà, on a une infection. Moi, je note le nom, je mets dans un tableau et puis je regarde ce qui m'intéresse. Mais en fait, pour les autres spécialités, en général, on croit vraiment l'intervention, c'est-à-dire que pour la chute, par exemple, pour les prothèses totales blanches, c'est des prothèses totales blanches et quelqu'un, si j'avais quelqu'un d'autre, je vais passer à la faculté de cette libre. Il y a rien de question. C'est la même question, c'est une remarque pour continuer la discussion quand même, parce que peut-être qu'on a plus de moyens à Pompidou, peut-être. Mais en tout cas, dans la démarche simple pour quantifier l'ensemble de ces sepsis, déjà tout patient qui repasse une note pour un sepsis, il suffit qu'il y ait une fiche qui soit remplie par les infirmières qui remontent au commissariat des microbiaux. Ça, c'est le premier point. C'est déjà des infections qui nécessitent de retourner au bloc. Ce ne sont pas des infections qui sont traitées en salle. C'est la première chose. Et d'autre part, il y a une autre chose qu'on a, c'est vrai qu'il y a cette bénéfice, c'est qu'on a une équipe de microbiaux avec une cellule mobile qui circule tous les jours dans tout l'hôpital. Et ceux-là, je vais dire, à la limite, ils ne demandent que ça. Dès qu'il y a un sepsis quelque part, ils vont être attirés par Tassara. Et l'équipe de microbiaux est extrêmement active là-dessus. Et c'est. Peut-être qu'il y a des moyens en plus, mais je pense que sur un tas des moyens énormes, dans tous les hôpitaux, on installe des microbiaux, et je suis sûr qu'il peut y avoir quelqu'un qui s'occupe de ça. Juste de collecter des fiches. Après, ça ne change rien à notre pratique, à la prise en charge des patients et de soins qu'on remporte. Merci bien.